Rebonjour tout le monde. Alors, je vais essayer quand même de travailler avec le micro. Non? Je préfère le baladeur. Mais bon. Bon, on va faire avec celui-là. Alors, les recommandations nationales de la goutte, professeur Mraoui m'a appelé pour présenter l'état des lieux, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait depuis la décision. Alors, vous vous rappelez, en 2017, il y avait un appel pour continuer le style de la SMR sur les recommandations, et il y avait le thème de la goutte qui pose problème. Il y avait un petit groupe de médecins rhumato qui se sont portés volontaires, et on a pris un peu de temps, et Inch'Allah, cette année, pour le congrès de la SMR, nous allons avoir un spécial sur la goutte avec les recommandations de la goutte. Donc l'objectif de cette présentation, ce n'est pas vous donner les recommandations, mais donner en quelque sorte comment on est en train de travailler, l'état d'avancement des recommandations. Et puis, ce qui est intéressant, c'est profiter de cette rencontre pour discuter. Donc, il y a des problématiques. Les recommandations nationales marocaines, ce n'est pas pour copier-coller les recommandations internationales. Donc, c'est pour faire sortir les particularités qu'on a au niveau national. Et là, il y a des items qu'on va voir ensemble et j'aimerais bien discuter là-dessus. Alors, pourquoi les recommandations? Comme a dit le professeur Mbouazza, il y a beaucoup d'actualités ces 20 dernières années. Il y a des actualités épidémiologiques. Donc, on a une cartographie de ce qui se passe dans le monde sur la goutte. Donc, il y a de l'épidémio et on va voir une carte qui va tracer en quelque sorte les pays où il y a plus de prévalence, où la goutte est plus élevée. Malheureusement, en Afrique, il n'y a que quelques pays. Le Maghreb, alors il n'y a aucune prévalence notée dans les 5 pays du Maghreb. Donc, il y a également cette actualité de la physiopathologie, donc physiopathologie avec l'implication thérapeutique de l'accès goutteux, et puis ce lien avec le syndrome métabolique. Donc, ce n'est pas un rhumatisme, mais c'est une vraie maladie métabolique qui rentre dans le cadre d'un syndrome métabolique avec des comorbidités. Et qui dit comorbidité, dit le lien entre l'hyperuricémie et les complications au niveau cardiaque et au niveau rénal. Il y a également un point qui nous intéresse en tant que rhumatologue et pour une grande partie qui pratique l'échographie, c'est la place de l'imagerie. Donc, il y a ces recommandations ACR-ELAR 2015 qui ont mis le point pour faire une classification pour un diagnostic précoce. Donc, il y a la clinique qui garde sa place, il y a la biologie bien sûr, et il y a cette imagerie. Alors, si vous revoyez les critères ACR-ELAR, vous avez 4 points pour l'imagerie. Donc, ils mettent dans ces critères européens et américains le scanner à double énergie au même niveau de l'échographie, et on va en parler dans les particularités de notre contexte. Et puis, on ne va pas oublier bien sûr les actualités thérapeutiques, parce qu'il y a beaucoup, pas beaucoup, mais il y a quand même des médicaments nouveaux pour traiter la crise, donc au moins 2 médicaments, l'anakinra et le canakinumab, et puis les traitements hypouricémiants, là aussi, et uricosurique, il y a de l'actualité, il y a même les voies d'association. Donc finalement, pour dire que le contexte, c'est que c'est une maladie qui a profité ces 20 dernières années pour beaucoup d'avancements, on comprend mieux la maladie, on peut la gérer mieux, il y a des chiffres dans certains pays, et puis il y a surtout ce syndrome métabolique. Donc voici la carte. Est-ce que je peux avoir le micro? Je suis coincée avec ce micro. Moi, j'aime bien bouger. Alors, vous avez la cartographie de prévalence mondiale. Alors, ce n'est pas ancien, ça date de 2015, où nous avons ce qui est bleu foncé, c'est prévalence élevée. Donc, vous avez les États-Unis, Canada, donc vous avez une partie de l'Espagne, Grande-Bretagne, et vous avez aussi des chiffres au niveau en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il y a des chiffres dans quelques pays de l'Europe. Et à côté des chiffres qu'on a sur les prévalences, nous avons
les recommandations internationales. Donc là aussi, ce n'est pas ancien. Les premières recommandations, ce sont les recommandations européennes qui datent de 2006, qui ont été actualisées 10 ans après, en 2016. Nous avons les recommandations américaines. Et là, dans les recommandations dont les détails nationaux, nous allons faire le point sur... Alors, au niveau du même pays, au niveau des États-Unis, il y a des recommandations ACR, il y a des recommandations pour les rhumatologues, il y a des recommandations pour les médecins généralistes. Et il y a une différence au même pays entre deux associations concernant les recommandations de la goutte. Donc, à côté des recommandations européennes et américaines, nous avons des recommandations dans des pays de l'Asie, en particulier au Japon et au Taïwan, où il y a des formes, il y a de la génétique derrière, il y a des formes particulières de gouttes. Et là aussi, c'est des recommandations qui diffèrent des recommandations européennes et américaines. Et au sein de l'Europe elle-même, donc à côté de l'EULAR, il y a certains pays qui ont émis des recommandations nationales, comme le Portugal, l'Italie, l'Espagne. Il y a la Grande-Bretagne. Et à côté de ces recommandations, nous avons la grande étude 3E, les 3 initiatives, Evidence, Expertise and Exchange, qui a réuni 3 continents, 14 pays, 78 rhumatologues et qui a émis des recommandations de prise en charge diagnostique et thérapeutique. Alors, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi, comme à l'instar de la PR, les groupes, les sociétés savantes américaines et européennes se sont mis d'accord pour émettre des recommandations uniformes qui ont toute leur valeur pour le diagnostic précoce. Donc, ce sont les fameuses recommandations où ils incluent l'imagerie et qui datent de 2015. Et en dernier, on peut parler des recommandations qui rappellent un peu les principes de la polyarthrite rhumatoïde, T2T, Treat to Target, avec l'objectif thérapeutique, le suivi rapproché. Donc, il y a un énorme progrès dans la compréhension de la physiopathe, des mécanismes, des actualités thérapeutiques. Il y a même la physiopathe qui a changé, un syndrome métabolique au lieu d'une maladie articulaire. Il y a des chiffres clés de prévalence. Alors, vous avez en Afrique, donc tout le Maghreb, il n'y a pas. Tout ce qui est en gris, il n'y a pas de chiffres. Et nous avons aussi plusieurs recommandations. Alors ça, c'est ce qui se passe dans le monde. Au Maroc, alors à part quelques études de thèse, alors comme la thèse qui a été faite auprès des médecins généralistes au CHU de Marrakech par l'équipe de professeur Neyman, il y a une enquête sur la prise en charge de la goutte. À part quelques travaux sporadiques, en quelque sorte, l'échographie dans la goutte, etc., il n'y a pas de chiffres marocains. Par contre, il y a des constatations, avec, comme a dit le professeur Mbouessa, l'obésité qui augmente, le mode de vie, l'alimentation, etc. La crise qu'on voit, typique, les dépôts tophiques, un peu plus, on passe des simples tophies jusqu'à l'arthropathie, la goutte chronique avec l'arthropathie, avec des images alarmantes, des destructions et un véritable rhumatisme destructeur, déformant, altérant la qualité de vie, la fonction, et encore plus, la complication rénale avec les chiffres. Là aussi, il faut faire sortir les chiffres de dialyse en rapport avec la goutte. Donc, d'où l'intérêt qui a été signalé par la SMR pour travailler sur la goutte, constituer un groupe de travail, donc un groupe de travail avec un coordonnateur. Nous avons, alors je ne vais pas parler des détails, mais sommairement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons fait la première réunion. La première réunion, c'était revue de littérature. Donc, ce n'est pas la méta-analyse, la revue systématique, mais on a essayé de faire sortir tous les articles pertinents. Nous avons avec nous un patron de méthodologie, professeur Aboukal, donc par rapport à la méthodologie, revue de littérature. Alors, après discussion, première réunion, l'objectif principal, tout le groupe qui a lu les recommandations internationales, qui a regardé un peu les grands articles sur la goutte, nous avons fait une discussion pour faire sortir les principales questions clés
auxquelles on doit répondre à travers ces recommandations, et puis on a réparti les tâches. Donc ce groupe, à côté du méthodologiste, professeur Aboukal, nous avons différents rhumatologues du secteur public, santé publique, du secteur libéral, du secteur hospitalo-universitaire. Alors, pour des raisons de proximité, alors la majorité sont de la région Rabat-Salès-Moselle, mais nous avons avec nous une rhumatologue de Casablanca, Dr Faiz. Alors nous avons aussi, c'est une maladie métabolique avec les comorbidités, nous avons avec nous une enseignante de cardiologie, une enseignante de néphrologie, alors je peux dire les noms, professeur Okraj, cardiologue au CHU d'Avicenne, professeur Ouzdoun du CHU toujours d'Avicenne. Nous avons avec nous un pharmacien, la place du pharmacien pour la prise en charge, et je vous parlerai de la tâche du pharmacien par la suite. Nous avons avec nous le ministère de la Santé, le département de la population, qui ont un service de nutrition, un service national de nutrition. Donc nous avons une nutritionniste. Alors le point qui a suscité un petit débat, c'est est-ce qu'il faut intégrer, comme ce qui se fait dans les recommandations internationales, un médecin généraliste. Alors nous avons opté à la fin pour inclure le médecin généraliste. Donc nous avons avec nous le groupe MG Maroc qui est représenté, et nous avons également avec nous un patient, certes qui ne reflète pas la population marocaine, il est enseignant universitaire, mais qui a son point à dire par rapport à la prise en charge de la goutte. Alors les questions clés, ça ressemble un peu au vécu, c'est-à-dire l'objectif, ne pas confondre la goutte avec l'hyperuricémie asymptomatique, définir en quelque sorte le circuit du patient qui peut être pris en charge par le praticien généraliste, bien sûr, celui qui prend en charge généralement le patient et qui doit travailler en collaboration avec le rhumatologue parce que c'est lui le chef d'orchestre et avec les autres spécialistes, en particulier le cardiologue, le néphrologue, la nutritionniste et le pharmacien. L'apport, alors les moyens de diagnostic ont beaucoup évolué, nous avons la chance de pratiquer régulièrement l'échographie pour une grande partie des rhumatologues marocains grâce au diplôme universitaire Rhuméco. Alors, je n'ai pas le chiffre, professeur Bahili peut nous donner le chiffre, mais nous avons une grande partie des rhumatologues. Et dans le programme de Rhuméco, il y a un chapitre de échographie des rhumatismes métaboliques. Donc, tous les médecins qui ont fait ça, alors je ne crois pas que les radiologues connaissent comme nous le signe du double contour, ni la localisation de la goutte. Donc l'apport des moyens de diagnostic biologique, et là je vais rebondir tout à l'heure sur un point qui est l'analyse du liquide articulaire. Stratégie de prescription, donc on ne peut pas nous permettre de prescrire tout à la fois, il faut que ça soit justifié avec un fil conducteur en quelque sorte. Les critères de diagnostic, alors nous avons discuté, pour nous on ne va pas faire mieux que l'ACR et le LAR pour le diagnostic précoce. Donc on va adapter les critères ACR et LAR. Alors un point d'actualité qui doit rentrer dans la pratique courante de tous les rhumatologues, c'est identifier les comorbidités. Alors tout à l'heure, le professeur Neyman a parlé des anti-inflammatoires. Alors anti-inflammatoires et comorbidités, ici la goutte c'est l'exemple type d'une maladie métabolique où on peut avoir le diabète, l'hypertension, l'obésité et tout le reste, avec les risques cardiovasculaires. Alors un point qui tient à cœur à la SMR, puisqu'elle a établi un groupe de travail sur l'éducation thérapeutique du patient, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Alors il y a des articles, j'ai beaucoup aimé des passages où il dit est-ce que beaucoup plus que la polyarthrite rhumatoïde et beaucoup plus que la spondylarthrite, c'est l'exemple type où il faut éduquer le patient. C'est l'exemple type où on doit donner plus de temps pour expliquer. Parce que le problème, c'est que le patient, il vient pris en charge par un bon rhumatologue, mais si on ne lui explique pas, perdu de vue, il revient avec les complications. Donc l'éducation thérapeutique, tout l'intérêt pour la prise en charge du patient, et c'est un projet thérapeutique avec, alors c'est pas evidence-based medicine, point, alors c'est pas uniquement les études, mais c'est evidence-based medicine, le patient et l'entourage.
établir le protocole thérapeutique, et là, c'est comment aborder ça avec le patient. C'est-à-dire, en pratique, vous avez le patient, vous n'allez pas lui dire « traitez la crise et on verra après ». Il faut lui expliquer ce qui va se faire tout au long de la prise en charge thérapeutique. Est-ce qu'on est capable d'appliquer le TITOT, qui est un peu compliqué, peut-être à ajuster en fonction de notre contexte, parce que imaginez un patient, objectif thérapeutique inférieur à 60 pour la goutte normale, inférieur à 50 mg par litre pour la goutte tofacée, et lui dire, je vais augmenter toutes les 2-4 semaines et je vais contrôler toutes les 2-4 semaines. Et les crises qui vont arriver. Donc, c'est important. Ça n'a pas encore prouvé. C'est evidence-based medicine grade C. Ce n'est pas encore tout à fait prouvé. C'est intéressant. C'est à adopter en quelque sorte et adapter en fonction du contexte marocain. Les moyens, indications, protocoles des hypouricémiants. Alors, j'ai mis des hypos, on dispose qu'un seul, l'allopurinol, chez les sujets goutteux. Et là, l'intérêt dans l'éducation thérapeutique pour que ce soit un traitement au long cours. Et là aussi, il y a des particularités. On ne va pas traiter de la même manière quelqu'un qui a un problème d'insuffisance rénale, stade 3, stade 4. Les principes nutritionnels. Alors, combien on a parlé des sites Internet? On présente aux patients les sites Internet d'autres sociétés, avec une alimentation qui ne correspond pas à la nôtre. Donc, essayons de faire un effort, et on est sur cette piste pour travailler sur des recettes marocaines, sur des choses logiques, avec evidence-based medicine. Et puis, des choses pratiques, parce que, comme on dit tout le temps, c'est bien toutes les études, mais des choses synthétiques, c'est aussi bien, ça nous facilite la tâche. Donc, la dernière étape, c'est... Alors là, on a fait la réunion globale, on a déterminé les points clés. Nous avons fait des réunions en petits groupes. Nous sommes en train de rédiger chacun sa partie. Et ce qui va nous rester, nous avons déterminé une date parce qu'il y a Dr Hmamouchi qui nous a fixé une date pour soumettre l'article. Et avant de soumettre, il faut l'approbation du groupe de lecture. Donc, on a mis maximum 3e semaine de mars. 2e? Non, je parle de mars. 3e semaine de mars pour avoir la version pré. Après, ils auront le temps pour envoyer au groupe de lecture. Nous adaptons en fonction des corrections demandées. Et 2e, 3e semaine du mois d'avril. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment écrire les recommandations, mais il y a un article qui est tout récent, qui a fait sortir toutes les recommandations et qui a bien sûr parlé de toutes les règles Nice, OMS, Agri, etc. Et ce qui sort, c'est que le problème des recommandations, on les fait, mais après, est-ce qu'elles sont applicables? Qu'est-ce qui dérange dans les recommandations? Il y a une sorte de flou dans les recommandations. Comment on présente les recommandations? Alors, les recommandations, bien sûr, dépendent aux questions cliniques. Il faut qu'il y ait suffisamment d'informations. On ne va pas référer pour lire un article dans la littérature. Il faut que evidence-based medicine soit dans le texte long. Après, le grand tableau des recommandations, il faut que ça soit clair, compréhensible, applicable. Il faut que le langage soit cohérent pour éviter tout malentendu. Il faut que ça soit visible. Visible, c'est-à-dire ne pas laisser le tableau à la fin, mais au début, avec les recommandations numérotées, claires, les principes généraux, les recommandations de 1 jusqu'à je ne sais pas quel chiffre. Et aussi faire attention, et là c'est quelque chose qu'on a découvert, c'est-à-dire la déontique. Comment? Il ne faut pas qu'il y ait des choses interprétées différemment par l'audience. Donc il faut que ça soit écrit de manière qui répond à la logique déontique. Alors ça, c'est l'état d'avancement. Donc on est à l'étape de pré-soumission pour le groupe de lecture. Alors, l'objectif aussi de cette réunion, c'est de discuter avec vous, et je terminerai par un point que j'aimerais bien qu'on discute à la fin, c'est les particularités de notre contexte.
nous avons des patients analphabètes. Donc, comment aborder ce pilier, cet objectif général qui est très important, qui est l'éducation thérapeutique? Parce que, alors, pour un simple exemple, une étude anglaise qui a montré que le fait de passer avec le patient, c'était un essai clinique, patient, 1 heure, médecin, infirmier, au début, en train d'expliquer de la physiopathe jusqu'à la fin, ça a diminué les crises, a diminué l'acide urique et ça a montré que l'éducation thérapeutique a sa place. Ne pas oublier dans l'éducation thérapeutique le reste parce que c'est un syndrome métabolique. Alors, un point que j'ai discuté hier avec Fatem Zahra Abou-Zakr, cette notion de nous avons un centre de pharmacovigilance qui travaille très bien, qui est à la une, qui travaille, on dirait, dans un pays, bon, et qui a un système informatisé, qui est accessible 24/24, 7 jours sur 7, avec un numéro. Alors hier, avec la pharmacotoxicologue, le médecin qui m'a répondu à 10 h du soir, il m'a dit que c'est le même numéro, 0800 000 180, 0801 000 180. Vous appelez, donc pas besoin de remplir toute la paperasse. Vous appelez, ils prennent l'adresse, les coordonnées du médecin, ils vérifient, ils vous répondent. Et nous, on a commencé à faire cette pratique au service. On est très satisfaits, ils nous répondent par courrier avec conduite à tenir. Alors, d'où l'intérêt d'appliquer ça, parce que ça, c'est des choses qui nous appartiennent. Un point, alors je ne sais pas où elle est, Souad Akhta. Ce sont ces images. Nous avons fait en 2014 un atelier de lecture des microcristaux. L'idée apparaissait un peu bizarroïde, mais qui a été faite avec professeur Thomas Bardin et professeur Ea, qui sont quand même des patrons de gouttes, alors qui nous disaient tout simplement le liquide articulaire, l'analyse du liquide qui devrait être faite par le rhumatologue. Est-ce qu'on est satisfait par les résultats d'analyse du liquide articulaire à la recherche d'urate monosodique, sachant que c'est le gold standard, il a toute sa place pour les critères de diagnostic. Très souvent, on a un résultat qui est négatif ou bien un résultat douteux. Ça, c'est le point de vue de la plupart de nos rhumatologues. Donc, est-ce qu'il ne faut pas insister sur ça dans les recommandations? C'est-à-dire l'agenda, ce qu'il faut faire par la suite. L'échographie et le scanner à double énergie. Nous n'avons pas le scanner double énergie. Ça coûte une fortune. Ça sert, c'est très joli pour montrer tous les dépôts, la cartographie, mais l'échographie a de la place, 4 points pour les critères diagnostiques, donc l'intégrer dans les recommandations. Nous avons un seul acide médicament hypouricémiant. Il y a la possibilité de demander l'enregistrement du febuxostat. Alors, on est en train de coordonner le groupe de travail avec la SMR pour activer la procédure. Il y a aussi bien le princeps que les génériques. L'ANAM nous dit que pour activer le dossier de la goutte, il faut donner un argumentaire avec des chiffres marocains. Alors, il y a peu de chiffres marocains. Donner les constatations, certes, donner le handicap, etc., mais les chiffres marquent. Et le médico-économique marque aussi. Ça aussi, c'est important. Le numéro prochain du mois de juin, c'est des intervenants nationaux, internationaux. Donc, nous avons avec nous professeur Chalès, peut-être professeur Bardin, plusieurs conférenciers rhumatologues et en dehors de la rhumatologie pour parler de la goutte. Nous avons commencé, parce que écrire des recommandations, les préparer pour le mois de juin, très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? C'est diffuser les informations. Alors, nous avons des partenaires de la média, SNRT, Doxy News et ministère de la Santé, parce qu'on peut faire un programme avec le ministère de la Santé, ils sont preneurs. Donc, nous allons faire des réunions avec eux. Alors, comme le diabète, les livrets, les petits livrets, on va faire des petits livrets avec le tampon du ministère de la Santé pour la nutrition, au moins la nutrition, et définir, c'est-à-dire sensibiliser
par rapport à la goutte. Donc, diffusion de l'information par tous les moyens. Et notre groupe de travail multidisciplinaire avec le comité de lecture, c'est très bien, mais nous avons besoin de votre point de vue. Et là, nous avons écrit un questionnaire qui a l'inconvénient d'être un peu long. Donc, j'ai mis ici 20 questions, ça peut s'étendre jusqu'à 30 questions, qu'on va envoyer par la SMR, parce qu'on a besoin de recueillir les chiffres de votre pratique, de notre pratique courante, comment le patient arrive, qu'est-ce qu'il a fait avant d'arriver, pourquoi le retard diagnostique, comment nous, on prend en charge le patient. Et là, c'est important pour compléter le puzzle et pour appuyer le dossier de la goutte. Alors, une photo qui est quand même ancienne, et nous avons d'autres personnes dans le groupe de travail. Je vous remercie.